Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Espace et temps du sport, dirigée par Jean Saint-Martin et Thierry Terray. Le phénomène sportif a envahi la planète. Il participe de tous les problèmes de société, qu'ils soient politiques, éducatifs, sociaux, culturels, juridiques ou démographiques. Mais l'unité apparente du sport cache mal une diversité aussi réelle que troublante. Si le sport s'est diffusé dans le temps et dans l'espace, s'il est devenu un instrument d'acculturation des peuples, il est aussi marqué par des singularités locales, régionales, nationales. Le sport n'est pas éternel ni d'une essence transhistorique. Il porte la marque des temps et des lieux de sa pratique. C'est bien ce que suggèrent les nombreuses analyses dont il est l'objet dans cette collection créée par Pierre Arnaud, qui ouvre un nouveau terrain d'aventure pour les sciences sociales. Dernière parution. Didier Olivry, des arts martiaux. 4 explorations inspirées par Edgar Morin, René Girard, François Julien et Yoshi Oida, 2022. Clément Gentil, Loafi Bouguera, 1903-1959. Premier Français champion olympique du marathon 2022. Alain Lunzenfichter, Le Panthéon de l'athlétisme français 2022. Bernard Macario, Le souffle et le fond 2022. Thierry Terray, Balade olympique, volume 4, Les chemins sportifs 2022. Maïté Lascaux, Histoire de la course d'orientation française. La carte, la boussole et l'itinéraire. Fin 19e année 1970, 2022. Clément Gentil, Raillerie 1873 à 1937. 10 fois champion olympique du saut sans élan 2021. Claude Joseph, Dopage dans le milieu cycliste 2021. Clément Gentil, Albert Corret, 1878 à 1926. La France aux Jeux Olympiques de 1904, 2021. Thierry Terray, Balade olympique, volume 3. Les chemins médiatiques, 2020. Philippe Willy Anon, Capoeira do Brasil. Retour aux sources, 2020. Dédicace. En hommage à notre professeur Mohamed Kahar. Introduction. Depuis son émergence dans les pays occidentaux jusqu'à nos jours, le concept après-carrière sportive fait l'objet d'une ascension remarquable et d'un intérêt généralisé autant de la part des chercheurs, des organisations, des spécialistes que des sportifs qui souhaitent voir se promouvoir des stratégies et des pratiques de management du sport intégrant la préparation et la gestion de l'après-carrière sportive. Dans cette perspective, une revue de littérature réalisée en 2000 par les chercheurs Lavallée, Willman et Sinclair a révélé que 223 travaux ont été réalisés sur les répercussions de l'arrêt de carrière sportive dont plus de la moitié ont été publiés depuis le début des années 1990, Lavallée, Willman et Sinclair, 2000. Ces auteurs ont montré que l'après-carrière sportive, en tant que domaine de recherche, était généralement négligé par les scientifiques du sport jusqu'à récemment, ainsi que par les administrateurs sportifs, les entraîneurs, les athlètes et leur entourage. Au départ, la problématique des réactions des athlètes professionnels à l'arrêt et à la transition de carrière sportive a suscité l'attention des médias sportifs pour ensuite devenir un domaine de recherche à part entière, Wertner et Orlik, 1986, Ogilvy et Taylor, 1993. Cette problématique a justifié donc des études universitaires formelles ces dernières années. Ces travaux de recherche sur l'après-carrière sportive ont suscité 4 questionnements particuliers que nous synthétisons dans le tableau ci-après. Tableau 1. Questionnement des travaux de recherche sur l'après-carrière sportive. Source, inspirée de Stéphane Billard et Nino 2005. Selon les chercheurs Chartrand et Lan, 1987, la recherche sur l'après-carrière sportive des footballeurs a fait l'objet de peu d'attention pour plusieurs raisons. Ces chercheurs estiment que cela est dû en grande partie au fait qu'ils ont été mieux intégrés au tissu de base de la société qu'aujourd'hui. En particulier, en raison de la technologie limitée, ils n'ont pas fait l'objet d'un contrôle minutieux de la part des médias, et leurs salaires n'étaient pas significativement supérieurs à ceux de la population normale. De plus, les footballeurs étaient généralement des étudiants ou occupaient des emplois à temps plein en dehors de leur activité sportive. En conséquence, leur transition vers la vie en tant que citoyen ordinaire n'était pas aussi spectaculaire, Chartrand et Lan, 1987. En revanche,
la séparation entre les footballeurs professionnels et la population en général s'est élargie ces dernières années. Le développement de la télévision les a amenés chez des millions de personnes dans le monde entier, les plaçant ainsi sous le microscope, et leurs avantages financiers les séparent davantage des personnes normales, Newman 1988. Ces facteurs créent alors, pour ces footballeurs, un style de vie différent de celui qu'ils pourraient avoir après l'arrêt de leur carrière sportive. Par ailleurs, la nature du système de développement des sportifs en général et des footballeurs en particulier a contribué au manque de préoccupation et à l'étude des problèmes d'ajustement post-carrière sportive que rencontrent ces footballeurs. Cette approche met en exergue la responsabilité de ces derniers dans leur entrée dans le sport, leur développement au cours de leur carrière sportive et par extension, leur après-carrière sportive. Sans oublier qu'un nombre constant de footballeurs talentueux remplace ceux à la retraite, attirant ainsi l'attention au détriment de l'après-carrière sportive de ces derniers. Dans cette optique, certains chercheurs estiment que la retraite sportive ne constitue pas en soi une retraite particulière nécessitant par conséquent des travaux de recherche spécifiques, Blind et Grindorfer 1985, Collet 1983. En revanche, d'autres auteurs considèrent que la retraite sportive est différente des autres retraites professionnelles et qu'il faut la considérer comme telle, Webb, Nasco, Riley et Edrick, 1998. Selon ces auteurs, deux facteurs différencient la retraite sportive des autres formes de retraite. Le développement d'une identité athlétique, c'est-à-dire le degré de force d'identification au rôle de sportif, et le degré d'exclusivité que le sportif accorde à ce rôle. Il se constitue une identité unidimensionnelle composée presque exclusivement de sa participation sportive. Taylor et Ogilvy, 1994. Ces facteurs peuvent alors mettre les sportifs retraités dans une position de grande vulnérabilité. Ils les amènent à vivre des difficultés propres à ce domaine. Dès le moment où le sportif prend la décision de quitter sa carrière sportive ou est forcé de se retirer du sport, il passe par différentes phases difficiles de transition. Dans ce sens, McKnight et al., 2009, souligne que la retraite sportive induit chez l'athlète des sentiments stressants puisque ce dernier, en cherchant à atteindre des niveaux de performance supérieurs et obtenir le statut de professionnel, consacre généralement une attention et une concentration exclusive à leur carrière sportive. Dans cette vision, des chercheurs ont fait valoir que l'atteinte et le maintien d'un haut niveau de performance sportive nécessitent un investissement et une focalisation exclusifs sur l'accomplissement physique. De ce fait, l'entraînement et la compétition à un niveau élevé peuvent contribuer à un déséquilibre des autres activités dans la vie des sportifs. Selon Lavallée, 2005, les exigences imposées aux athlètes au cours de leur carrière sportive les poussent à la poursuite de l'excellence du rendement dans le sport de niveau professionnel au détriment du développement de l'excellence personnelle. Ils sont souvent en retard dans les tâches habituelles de développement de l'éducation, des relations intimes et de l'exploration professionnelle au cours de leur carrière sportive, Van Raalt et Anderson, 2007. Cependant, cette logique peut être porteuse de crises et de perturbations personnelles considérables lors de l'arrêt du sport, par la remise en question de l'ensemble des dimensions ayant été construites et reposant sur l'acte performant en plus des fréquentes blessures qui forcent souvent les athlètes à prendre leur retraite de façon prématurée et involontaire, Pearson et Petipa, 1990. Certes, le développement économique du sport a permis aux sportifs les plus en vue de gagner d'importantes sommes d'argent et même de s'enrichir. Toutefois, une grande partie d'entre eux doit se contenter de rémunérations bien plus modestes, qui ne leur permettent pas d'envisager leur après-carrière sportive sans le besoin de se réinsérer professionnellement. Surtout que l'éducation et la planification de l'après-carrière sportive tendent à devenir relativement insignifiantes sous la pression d'exceller sur le plan sportif, Guillot 2011. Par ailleurs, plusieurs études ont montré que la carrière sportive est limitée dans le temps. Comparativement à la plupart des autres activités professionnelles, celle d'un sportif est très brève, Besson, Poli et Ravenel, 2011. En effet, rares sont les joueurs encore en activité au-delà de 35 ans, Roderick 2006, et seuls 2,5% des footballeurs qui évoluent dans un championnat de première division en Europe ont 35 ans ou plus, Berthoud et Poli 2011. Certaines déclarations confirment le caractère éphémère de la carrière sportive. Comme par exemple celle de l'athlète Christine Aron.
Je suis jalouse des artistes qui jouent la comédie toute leur vie, nous n'avons pas cette chance. On est obligé un jour d'arrêter de vivre notre passion, ou celle de Michel Platini. Je suis mort à 32 ans le 17 mai 1987. Une fois le footballeur arrête la compétition, il s'opère un oubli de ses résultats. Or c'est bien cette moindre reconnaissance, par sa pratique, par ses résultats, qui pousse le footballeur à entamer un processus de réinvestissement de son temps dans de nouvelles activités ou dans des redéfinitions de ses engagements sur d'autres bases, à partir de nouvelles croyances et d'autres formes de pratiques. De plus, une enquête menée par la FIF Pro publiée en 2015 montre bien les difficultés et les problèmes que peuvent vivre les footballeurs retraités. Cette étude a révélé que 35% de ces footballeurs présentaient des syndromes de dépression et d'anxiété, et 28% d'eux souffrent de troubles du sommeil. L'abus d'alcool implique lui 25% des footballeurs retraités. Pour faire face à ces difficultés, des chercheurs, à travers l'élaboration de modèles de transition du sport, ont suggéré des ressources d'adaptation des athlètes à leur après-carrière sportive. C'est dans ce contexte que s'inscrit cet ouvrage qui s'intéresse à la réussite de l'après-carrière sportive des footballeurs marocains. Le choix de cette thématique impliquant footballeurs et après-carrière sportive constitue l'occasion pour nous de nous pencher sur les facteurs de réussite de l'après-carrière sportive. Plusieurs constats justifient l'étude de l'après-carrière sportive des footballeurs marocains. Nous mettons en exergue ci-après les principaux constats relatifs à ces footballeurs. La carrière sportive des footballeurs marocains est très courte. À l'instar des carrières sportives, celle des footballeurs marocains est très courte. Dans ce sens, une étude a révélé que l'âge moyen de l'arrêt de leur carrière sportive est de 31,39 ans avec un écart type de 4583 ans. Ce qui confirme sa brièveté et par conséquent, la préparation de la vie post-sportive est d'une grande importance. À cela s'ajoutent les risques de blessures qui font planer la menace d'un arrêt prématuré de la compétition. Les résultats de la même étude ont montré que 45% des footballeurs marocains ont eu des arrêts pendant leur carrière sportive dus principalement à des blessures, et 12,50% souffrent de pathologies déclarées. Le fait de penser à leur après-carrière sportive le plus tôt possible évite à ces derniers le risque de tomber dans des situations précaires. La professionnalisation du football au Maroc. Suite à la lettre royale dans le cadre des assises du sport tenues à Skirat en 2008, la FRMF a pris une panoplie de décisions dont la professionnalisation du football avec la création d'une ligue professionnelle en 2015. En ces temps de professionnalisation du football national, les joueurs subissent l'emprise des compétitions et des entraînements. En effet, les contrats signés entre les clubs de football professionnels et leurs joueurs impliquent de ces derniers un investissement à plein temps. Nous assistons en conséquence à une augmentation de la charge de vie quotidienne des footballeurs et à une réduction du temps à leur disposition pour préparer leur après-carrière sportive. Ainsi, la pratique du football professionnel rend très difficile l'exercice des activités parallèles comme la poursuite d'études supérieures, les formations ou l'emploi pouvant leur garantir une reconversion réussie et partant un succès de leur après-carrière sportive. Il y a quelques années, à l'époque de l'amateurisme ou le semi-professionnalisme, les joueurs subissaient certainement à un certain degré un choc psychologique et social, baisse de leur notoriété, manque d'activité physique, baisse des revenus, etc. Mais la transition professionnelle se faisait plus ou moins naturellement. La plupart d'entre eux pouvaient effectivement continuer à exercer leur métier principal ou annexe. Avec l'avènement du professionnalisme, l'implication et le dévouement des joueurs à leur métier de footballeur doivent être totaux. D'abord, parce que c'est une condition sine qua non pour une pratique au plus haut niveau, demandant un investissement émotionnel et physique considérable permettant de se focaliser sur le corps et sur la performance. Ensuite, et surtout, parce que c'est écrit dans le contrat d'engagement élaboré par la FRMF. Ce dernier stipule clairement que le joueur doit s'impliquer complètement et ne doit exercer aucune autre activité rémunérée. Par conséquent, il semble très difficile pour une large part des footballeurs d'être capables de préparer et d'assurer leur après-carrière sportive. Ce n'est pas le repos octroyé par le club chaque semaine qui va leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle ou de compléter une formation.
L'expérience pendant le confinement a montré que la formation à distance reste une piste non encore exploitée par les joueurs et les clubs au Maroc. Le passage des clubs de football au statut de sociétés anonymes de droit commun, conformément aux dispositions de la loi 3009, tous les clubs de la Botola Pro doivent créer des sociétés anonymes, Rarib et Azmi 2018. De ce fait, les joueurs auront le statut de salariés de ces sociétés, clubs professionnels de football. Même si ce dernier doit normalement permettre aux joueurs de jouir de leurs droits de salariat tels qu'une régularité des salaires et des primes, une assurance maladie, une pension de retraite, etc., nous assistons toujours à des différends, des contentieux et des plaintes relatifs aux problèmes financiers opposant des joueurs à leur club auprès de la FRMF, de la FIFA ou du TA ainsi qu'à une absence d'un régime de retraite des joueurs jusqu'à nos jours. En conséquence, la question de la préparation de l'après-carrière sportive des footballeurs marocains se pose toujours avec acuité. Les différences des après-carrières sportives des footballeurs marocains. Des joueurs finissent par se reconvertir avec succès dans les affaires, Nebet, Chipo, etc. D'autres deviennent rapidement consultants pour des émissions à la télévision ou à la radio, Feta, El Afoui, etc. Ou bien icône marketing de marque, El Adawi avec la marocaine des jeux et des sports. Enfin, une bonne partie des footballeurs restent dans le monde du sport pour devenir entraîneurs tels Badou Zaki, Amouta, Selami, etc. ou encore professeurs de sport ou d'EPS, Najmi en est un exemple parmi d'autres. Certains par vraie vocation, d'autres par défaut. Toutefois, d'autres footballeurs marocains vivent des difficultés après l'arrêt de la carrière sportive. En effet, la précarisation de certains joueurs n'est plus un sujet tabou et les exemples ne manquent pas. Fela Harbi Chicha, El Arif, Ougadi ou Tajedine qui ont connu une perte des ressources financières et ont vécu des situations très difficiles. Pour faire face à ces situations, la réflexion à l'après-carrière sportive devient une priorité pour toutes les parties concernées et ces difficultés suscitent des interrogations sur la manière d'y remédier. Ainsi, au niveau de cet ouvrage, nous visons à répondre à l'interrogation principale suivante. Quels sont les déterminants de la réussite de l'après-carrière sportive des footballeurs marocains ? Nous avons donc l'intention de présenter à travers l'exploration de ce phénomène, ce dont le joueur a besoin pour se préparer au passage du football professionnel à l'après-carrière sportive. Autrement dit, nous allons identifier, en amont, les facteurs qui permettent la réussite de l'après-carrière sportive des footballeurs marocains. Le présent ouvrage est structuré en 5 chapitres. Le premier chapitre se propose de faire un retour sur les concepts intimement liés à l'après-carrière sportive, en l'occurrence le sport et le management du sport, la carrière, l'après-carrière sportive ainsi que les stratégies de reconversion et les programmes d'accompagnement des sportifs à la retraite. L'objectif étant d'examiner les fondements conceptuels et de présenter leurs apports en termes de compréhension et d'ancrage de ces concepts. Le deuxième chapitre permet de cerner au mieux les développements théoriques et empiriques majeurs en matière de l'après-carrière sportive. En revenant, tout d'abord, aux origines historiques et théoriques de son apparition, pour présenter par la suite les grands courants de recherche théorique et empirique ainsi que leurs apports respectifs dans la compréhension de la problématique de l'après-carrière sportive. Le troisième chapitre tente d'explorer les facteurs qui permettent aux sportifs de s'adapter à la transition du sport en vue de préparer et réussir leur après-carrière sportive. L'objectif étant d'explorer les principaux modèles, interprétations et approches mobilisables en la matière. Le quatrième chapitre expose les caractéristiques de l'après-carrière sportive des footballeurs marocains telles qu'elles sont vues par les experts à travers l'analyse de la discussion lors du focus group ainsi que les résultats descriptifs de l'étude quantitative afin de dresser un état des lieux de l'après-carrière sportive des footballeurs marocains. Finalement, le cinquième chapitre présente les déterminants de la réussite de l'après-carrière sportive des footballeurs marocains ainsi que les actions à mettre en œuvre pour une préparation proactive de l'après-carrière sportive au Maroc. Chapitre 1. L'après-carrière sportive, un concept au cœur du management du sport. Il y a plusieurs étapes à franchir pour devenir sportif de haut niveau mais la carrière sportive, elle, est courte. Selon l'étude d'Orlik, 1986, l'espérance de vie dans le monde sportif d'un athlète compétiteur, à son plus haut niveau de performance, est en moyenne de 6 ans. Ce qui implique la réflexion à la préparation et à la gestion de l'après-carrière sportive. En outre,
Dans un contexte de professionnalisation du sport, les sportifs passent d'un système de compétition amateur à un système professionnel où ils s'entraînent intensément, ce qui rend difficile la conduite simultanée d'un double projet, sport-études, mais où parfois le niveau de salaire ne suffit pas encore à les faire vivre de leurs épargnes pour le restant de leur vie. La question de la gestion de l'après-carrière à l'issue de la carrière sportive se pose, donc, avec acuité. Cette gestion de l'après-carrière sportive suppose l'intervention de toutes les parties intéressées dans le cadre d'une politique globale et de programmes d'accompagnement au niveau national. C'est indiscutablement dans ce contexte que ce volet de la gestion de l'après-carrière sportive doit figurer parmi les grandes lignes des stratégies du ministère, des fédérations, des clubs, des syndicats des footballeurs et des associations des sportifs et constituer ainsi un élément important du management de ces organisations sportives. De ce fait, il paraît judicieux de nous intéresser au management du sport avant de passer à l'après-carrière sportive. Ainsi, ce chapitre sera scindé en 2 sections. La première traitera du sport et du management du sport, alors que la seconde sera dédiée à l'après-carrière sportive. Il passe en revue le sport et ses contours, et montre l'importance de la gestion de l'après-carrière sportive en tant que domaine relevant du management du sport. Section 1. Du sport au management du sport. Le sport est à la fois un loisir, une démarche éducative, une philosophie, un phénomène social majeur et un reflet de la société. Le sport, comme objet de management, est complexe et spécifique. Au niveau de cette section, nous allons examiner de manière approfondie en premier temps les contours du sport à travers tout d'abord un essai de définition du concept, ensuite une classification des sports à travers l'exposé de quelques types de sports et enfin une présentation du football. Dans un deuxième temps, nous essaierons de mettre l'accent sur le management du sport en tant que discipline dont relève la gestion de l'après-carrière sportive. Pour ce faire, nous allons commencer par une présentation de la genèse du management du sport avant de nous focaliser sur ses spécificités pour enfin traiter la gestion des ressources humaines des organisations sportives, exemple un club de football. 1.1 Le sport. Dans ce premier point consacré au sport, nous allons essayer d'approfondir cette notion à travers tout d'abord un essai de définition, ensuite une classification des types de sport et enfin une présentation du football. 1.1 Le sport, essai de définition. Il n'y a pas de définition parfaite du sport. Plusieurs auteurs ont essayé de définir le sport en prenant en considération un de ses aspects. En effet, le sport est une activité qui requiert un effort physique et ou mental et qui est encadrée par un certain nombre de règles et coutumes. Il se joue en équipe ou individuellement, et se déroule dans un cadre compétitif. Selon Parleba, 1986, le sport est un ensemble fini et dénombrable de situations motrices codifiées sous forme de compétition et institutionnalisées. Le sport regroupe donc toutes les activités physiques régies par des règles, et qui peuvent être individuelles ou collectives. L'historien Pierre de Coubertin a défini dès 1922 le sport comme le culte volontaire et habituel de l'effort musculaire intensif, appuyé sur le désir de progrès et pouvant aller jusqu'au risque. Brome, 1993. Selon cet auteur, il considérait que le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Cette définition ouvrait la porte à la notion de performance sportive. Cette notion de performance en sport a été officialisée par Hébert, éducateur français et père fondateur de l'hébertisme, en intégrant dans sa définition du sport la notion de victoire sur l'adversaire. Il définit donc le sport comme tout genre d'exercice ou d'activité physique ayant pour but la réalisation d'une performance et dont l'exécution repose essentiellement sur l'idée de lutte contre un élément défini. Une distance, une durée, un obstacle, une difficulté matérielle, un danger animal, un adversaire et par extension soi-même, Stalloni 2005. Plusieurs valeurs sont donc requises pour pratiquer un sport tel qu'entre autres la démocratie, l'égalité, la compétitivité, le fair-play, l'organisation, la réflexion, la fraternité, la performance et le respect de l'autre. Ces valeurs de la sportivité ont été pétries et dénommées l'olympisme par Pierre de Coubertin. Un concept, une doctrine plus que sportive, Stalloni 2005. Il prit conscience du pouvoir symbolique des manifestations de masse lors de l'exposition universelle de 1889 à Paris.
Il comprit aussi que le sport peut aussi devenir un spectacle populaire après son voyage aux États-Unis, car pour lui, le sport permet de tisser des liens entre les peuples afin de mettre un terme aux menaces de guerre. Attali et Saint-Martin 2010. Dans ce cadre, la concordance d'apparition des fédérations sportives nationales dans les divers pays montre bien le caractère structurel du fait sportif, indissolublement lié au mode de production capitaliste et à son essor expansionniste impérialiste du début du siècle. Brome, 1992. Toutefois, les définitions de Pierre de Coubertin, Brome 1993, et de Hébert Stalloni 2005, ignorent certains éléments importants du sport moderne. En effet, Loi 1968 a identifié 5 caractéristiques permettant de définir le sport. Figure 1, les 5 caractéristiques du sport. Source empruntée de Parks, Quaterman et Thibault 2007. Pour sa part, Gay 1993 ajoute les facteurs de réglementation, de loyauté et d'esprit sportif et définit le sport comme une activité physique compétitive et amusante, pratiquée en vue d'un enjeu selon des règles écrites et un esprit particulier. L'esprit sportif fait d'équité, de désir de vaincre et de loyauté. Cette définition du sport proposée par Gay, 1993, met l'accent sur le côté philosophique et moral qui n'était pas inclus dans les définitions précédentes. Le sport est donc une philosophie, une démarche éducative, un loisir mais surtout un phénomène social majeur et un reflet de la société car il exprime une éthique et un spectacle. Par ailleurs, le sport démontre les bienfaits de la concurrence. Il produit du sens collectif, et il constitue même un instrument d'éducation au nécessaire changement des mentalités. Dans cette perspective, les fonctions éducatives, médicales et sociales du sport, Possiello 1995, ont été renforcées par la dimension spectaculaire prise par le sport depuis les années 1990. Que ce soit dans les médias ou dans la vie quotidienne des individus, le sport a pris une place de plus en plus importante et est devenu un secteur économique à part entière. Bourg et Gouguet 2005. Le sport cristallise tout à la fois le meilleur de la société au travers des valeurs d'égalité, de solidarité, de dépassement de soi et d'humanisme qu'il porte et le pire avec ses excès, dérives financières du sport business, dopage, violence dans les stades, etc. Bell et Mercier 2008. Avant la Première Guerre mondiale, le sport constituait, notamment en Angleterre, une référence morale d'éducation avant de devenir depuis la moitié du XIXe siècle un phénomène de société et un spectacle fondé sur une organisation de fédérations nationales et internationales. Ce changement a été accompagné par le développement du rôle des médias, et un financement assuré majoritairement par les spectateurs et les collectivités publiques. De nos jours, le sport s'organise autour des marchés. L'amateurisme consacre une activité physique de compétitivité réduite, ou la résultante d'une discipline à la demande insuffisante, Fontanelle et Ben Sahel 2009. Suite à cette analyse, nous pouvons conclure que le sport est un fait social total, André Fénis 2002, Brome et Perelman 2006, Thomas 1983. Certains chercheurs font référence aux spécificités du sport, qu'ils soient économistes, André Fénis 2002, Hamill, Holt, Michi, Houghton et Shaler 2004, Minkey 1997, politologue, Boniface 2010, sociologue Forestier 1999, chercheur en gestion Kedel 1984 ou en marketing, Desbordes, Hall et Tribou 2001, Lardinois et Tribou 2004. D'autres en appellent à une approche interdisciplinaire, André Fénis 2002, Lardinois et Tribou 2004. De fait, le sport reste conceptuellement encore flou. Fréquemment employé dans le langage usuel, le terme sport semble offrir une signification claire. L'observation montre cependant qu'il recouvre de multiples pratiques, dont la grande variété et l'hétérogénéité risquent d'enlever de la force à toute tentative de définition. Thomas, 1983. Des auteurs évoquent les difficultés liées à l'analyse du sport, André Fénis 2002, Latham et Stewart 1981, Boniface 2010, Forestier 1999, Desbordes, Hall et Tribou 2001. Ces difficultés résultent principalement du manque de concepts ou de l'accès à l'information. Toutefois, encore aujourd'hui, pour plusieurs chercheurs, la définition de Gutmann 2004 demeure celle qui est la plus citée de ce qu'est le sport moderne. L'auteur propose 7 critères pour définir le sport moderne. Sécularisation, égalité, opportunité de s'opposer dans les conditions de la compétition, spécialisation des rôles,
rationalisation, par exemple celle des formes d'entraînement, des équipements et des techniques, bureaucratie au niveau des structures locales, des fédérations nationales et des grandes organisations sportives internationales, quantification et quête du record, Terray 2010. Pour ce qui est des fonctions du sport, elles sont multiples. En effet, le sport a une importance sur les plans économiques, création et répartition de richesses, création d'emplois, social, respect de soi et des autres, esprit d'appartenance, dynamique de groupe, et politique, valeurs de citoyenneté et de patriotisme. Dans un autre registre et afin de permettre au sport d'avoir des balises respectant les droits de l'homme, l'ONU a adopté plusieurs politiques novatrices. Assimiler le droit au loisir à l'un des droits de l'homme, condamner toute forme de racisme et de discrimination dans le sport, considérer le sport comme un possible vecteur de paix entre les peuples et soutenir la lutte contre les fléaux qui menacent le sport tels que le dopage ou la violence, la Pouble et Miège 2004. L'UNESCO a également mis en place des politiques pour aider au développement du sport à travers l'adoption, en 1978, de la Charte internationale de l'éducation physique et du sport, UNESCO 1978, qui définit les bases permettant l'accès à l'éducation physique et au sport pour tous. Le Comité international olympique, CIO, pour sa part agit comme un catalyseur de collaboration entre tous les membres de la famille olympique. Comités nationaux olympiques, fédérations internationales, athlètes, comités d'organisation des Jeux olympiques, partenaires top, diffuseurs et agences des Nations unies. Afin de cultiver le succès et donner vie aux valeurs olympiques, le CIO assure l'organisation régulière des Jeux olympiques, soutient toutes les organisations membres affiliées au mouvement olympique et encourage la promotion des valeurs olympiques. Enfin, les organisations nationales qui sont qualifiées de fédérations par plusieurs auteurs, Chazot, 1983, Pijassou et Garabos, 1997, Ramanansou et Thierry Ballet, 1989, sont majoritairement dévouées à un sport spécifique, bien que certaines d'entre elles peuvent décider de se regrouper. En somme, le sport est un terme complexe, ayant des caractéristiques bien définies. Ses objectifs sont multiples. L'amélioration des conditions physiques et psychiques, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tout niveau. Les activités sportives sont institutionnalisées et gérées par des instances et organisations sportives, qui fixent des lois, règles et normes de conduite. Après avoir recensé les principales définitions qui ont été proposées pour le concept du sport, il est important de présenter une classification des sports afin d'expliquer les particularités qui rendent quelques types de sports différents, et de montrer comment ces particularités peuvent influencer la préparation et la gestion de l'après-carrière sportive. 1.1. Le sport, typologie. Tout d'abord, il est vital de rappeler que l'objectif de ce point n'est guère de présenter de manière exhaustive les différents sports, mais seulement ceux dont la distinction peut être intéressante pour le traitement de l'après-carrière sportive. De plus, la distinction entre certains types de sports ne peut pas être nette dans la mesure où ils peuvent avoir des points communs. Plusieurs types de classification du sport ont été proposés par les chercheurs dans ce domaine. Sport de haut niveau, sport compétitif, sport professionnel, sport amateur et bien d'autres. Étant donné que la préparation de l'après-carrière sportive diffère d'un athlète à un autre et dépend aussi du type du sport, nous allons nous limiter à exposer les caractéristiques du sport de haut niveau et du sport compétitif avant de passer à la distinction entre sport amateur et sport professionnel, entre sport olympique et sport non olympique, et enfin entre sport individuel et sport collectif. 1.1.2. Sport de haut niveau et sport compétitif. Le sport de haut niveau est désigné par 4 critères qui sont la reconnaissance du caractère de haut niveau des disciplines sportives, les compétitions de référence, la liste des sportifs de haut niveau et la filière d'accès au sport de haut niveau. Il comprend des sportifs reconnus et désignés par les directeurs techniques nationaux. Être sportif de haut niveau est une situation que l'on occupe un temps, parfois assez court, et non pas un métier puisqu'il n'existe pas de diplôme de sportif de haut niveau. Les sportifs de haut niveau sont inscrits sur la liste du ministère chargé du sport. Ces sportifs de haut niveau s'entraînent chaque jour. Leur planning intègre stages, leçons ainsi que préparation physique et mentale à haute dose. D'après Bouchtal-Pelgri et al. 2007, il faut organiser leur vie quotidienne en fonction des exigences de leur carrière sportive et savoir s'entourer d'un réseau de partenaires techniques et financiers,
négocier un contrat de sponsoring, répondre aux demandes des médias, etc. Il faut donc au plus tôt envisager la suite et préparer une reconversion dans l'enseignement, l'entraînement, le journalisme, la communication ou même le commerce. Bouchetal-Pelgri et al., 2007. D'après ces auteurs, la situation des sportifs de haut niveau aujourd'hui est caractérisée par 3 éléments marquants: la prolongation des carrières et le vieillissement de l'âge des sportifs de haut niveau, l'augmentation de la charge de vie quotidienne des sportifs et l'existence de trajectoires particulières au cours de la carrière sportive. Le sport compétitif regroupe toutes les activités sportives qui sont gérées par les fédérations sportives. C'est un sport organisé dans lequel la formation et la participation prennent du temps et dans lequel le niveau de performance répond à des attentes relativement élevées. Collet, 1983. La pratique du sport de compétition est strictement réglementée. D'une part, il y a un contrôle rigoureux du dopage et d'autre part, la prise de certains médicaments durant une compétition doit se faire avec une autorisation spécifique. Il convient de noter que dans ces types de sports, l'intensité des compétitions et des entraînements ne favorise pas la conduite simultanée d'un double projet sport-études, pour une bonne préparation de l'après-carrière sportive, d'autant plus que pour certains athlètes, le niveau de salaire ne suffit pas encore à les faire vivre sans besoin pour le restant de leur vie. Fabre, Gatignon-Turneau et Ventolini, 2012. Nous pouvons donc conclure, à travers la présentation du sport de haut niveau et du sport compétitif, que ces deux types de sports ne s'excluent pas mutuellement. La présentation du sport de haut niveau et du sport compétitif étant faite, nous allons exposer 3 distinctions entre quelques types de sports. Sport amateur versus sport professionnel, sport olympique versus sport non olympique et sport individuel versus sport collectif. Le choix de cette classification se légitime par les différences qui peuvent exister en termes de rémunération et de conditions de la pratique de ces sports, pouvant influencer l'après-carrière sportive des athlètes. 1.1.2. Sport amateur versus sport professionnel. La distinction entre sport amateur et sport professionnel est fondamentale pour cerner la notion de sport. Si le premier correspond à une pratique sportive se basant sur le respect des valeurs sportives, le second est généralement structuré autour de la performance et l'excellence. Au Maroc, l'article 2 du règlement du statut et du transfert du joueur distingue clairement entre joueur amateur et joueur professionnel. Est réputé joueur professionnel tout joueur bénéficiant d'un contrat sportif écrit avec un club au sens de l'article 14 de la loi 3009 et qui perçoit un revenu mensuel net supérieur au montant des frais effectifs qu'il encourt dans l'exercice de cette activité footballistique. Tous les autres joueurs sont réputés amateurs. Rarib, 2011, précise que le sport amateur correspond à une pratique sportive désintéressée se basant sur le respect des valeurs sportives. Le sport amateur regroupe donc les sports où les participants se livrent en grande partie ou entièrement sans rémunération. En effet, cette dernière n'est pas la principale motivation des participants. Il s'en sort que le sportif amateur ne vit pas l'activité sportive comme une profession. Il bénéficie d'un statut sportif spécifique, distinct de celui qui s'applique aux professionnels. Dans ce sens, Maître Karim Adiel précise que la qualité d'amateur n'empêche pas la reconnaissance de l'existence d'un lien contractuel entre le sportif et la structure, généralement une association, à laquelle il apporte son concours. Néanmoins, la qualification sportive d'amateur n'interdit pas davantage de recourir à une forme particulière de contrat de travail, en l'occurrence, le contrat à durée déterminée selon l'usage. Les joueurs amateurs occupent généralement des activités professionnelles en parallèle de la pratique sportive, et donc la problématique de l'après-carrière sportive de cette catégorie d'athlètes ne se pose pas avec acuité. Le sport amateur est donc une composante du sport compétitif qui ne nous intéresse pas dans cette recherche, puisque nous nous focalisons sur les sportifs professionnels. En revanche, est sportif professionnel, au plan juridique, celui qui est lié à une organisation par un contrat pour réaliser un travail en contrepartie duquel il reçoit une rétribution. Dans ce sens, un sportif professionnel est une personne qui pratique une activité comme métier, personne qui exerce spécialement une profession ou qui réussit parfaitement ce qu'elle fait en raison de l'expérience acquise dans l'exercice de son métier. Selon Bernardo Moro, 2003, la professionnalisation désigne le processus visant à une élévation et à une spécialisation des compétences. C'est le cas généralement des sports collectifs comme le football, basketball,
handball, volley-ball, etc., où les athlètes reçoivent un salaire et bénéficient des avantages en nature de leur club en contrepartie de la pratique d'une discipline sportive. Lorsque ce salaire est insuffisant pour vivre du sport, on parlera alors d'un sportif semi-professionnel. Le sportif professionnel est donc une personne qui exerce une ou plusieurs activités sportives aux fins de réaliser, non seulement une performance, mais encore des bénéfices lui procurant un revenu nécessaire à son existence. Bay et al., 2009. Dans ce contexte, le sport professionnel est un sport dans lequel les pratiquants vivent de leur activité sportive. En effet, la professionnalisation du sport est tout d'abord un processus d'officialisation de la rémunération des sportifs, c'est-à-dire le passage d'une activité gratuite à une activité intéressée sur le plan matériel, Chantelat 2001. Toutefois, il ne faut pas réduire la professionnalisation du sport à une dimension d'ordre économique car le sport professionnel est tout d'abord une culture. En effet, un sportif professionnel consacre tout son temps à son sport. Devenir professionnel, c'est se consacrer totalement de façon rigoureuse et continue à son sport. Être professionnel, c'est faire la preuve de son attachement et de son engagement inconditionnel à sa discipline sportive et à son club. De ce fait, le sport professionnel se manifeste à travers de multiples dimensions. Tableau 2, les dimensions du sport professionnel. Source inspirée de Chantelat 2001. Dans un autre niveau, il serait intéressant de souligner que la médiatisation du sport constitue une invention qui a redimensionné le professionnalisme sportif. Dans cette vision, André Fénis, 2002, montre que les droits de retransmission télévisée des matchs sont devenus la source la plus importante de revenus des ligues professionnelles depuis des décennies. Ce sont les Jeux olympiques de Berlin en 1936 qui constituent la première manifestation sportive mondiale grandement médiatisée. Cette révolution technologique bouleversa les perceptions des individus, et par conséquent, leurs pratiques sociales. La télévision a contribué, d'une part à vider les gradins des stades, à l'exception de certains supporters pour qui le stade et la télévision ne sont pas substituables, et d'autre part elle a renforcé le prestige des grandes manifestations. Ce qui a conféré au sport son aura de culture universelle de masse, André Fénis, 2002. Pour l'économiste Jean-François Bourg 2008, les entreprises se sont intéressées au sport à la fois pour redorer leur image et pour conquérir de nouveaux marchés. Donc à travers son histoire, le professionnalisme du sport n'eût aucunement refusé l'essor technologique et l'appât exaspéré de l'argent. Et d'ailleurs, c'est le deuxième phénomène après la télévision, qui explique le développement des enjeux financiers du sport professionnel. Bourg 2008. En somme, il semble que la distinction entre le statut des sportifs professionnels et le statut des sportifs amateurs ne soit pas si tranchée, dans la mesure où un certain nombre d'amateurs rémunérés pourraient bien entrer dans la définition du sportif professionnel. Toutefois, avec le professionnalisme, les athlètes semblent avoir changé de rythme, de culture et de modèle économique. L'origine de ce changement peut être imputée à l'injection massive d'argent, avec l'augmentation des droits de retransmission et l'explosion du sponsoring au point où les clubs sont gérés comme de véritables entreprises et recherchent avant tout la performance. En corollaire, les joueurs sont à la fois des salariés subordonnés par un contrat de travail et des actifs dont dépend la valeur de leur club. Les clubs se sont désengagés du soutien de leurs joueurs pour la préparation de l'après-carrière sportive, et la longue tradition d'outplacement, héritée de l'époque où ils trouvaient un travail à leurs joueurs afin de les fidéliser et de les remercier de leur contribution, est révolue. Fabre, Gatignon-Turneau et Ventolini 2012. En outre, auparavant, les joueurs, obligatoirement amateurs, travaillaient en parallèle de leur vie sportive. Pour la quasi-totalité d'entre eux, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Après avoir mis en exergue la distinction entre sport amateur et sport professionnel, nous allons exposer dans le point suivant la différence entre sport olympique et sport non olympique. 1.1.2.3 Sport olympique versus sport non olympique. Certains auteurs se basent sur le caractère olympique ou non olympique pour classifier les sports. Les sports olympiques désignent l'ensemble des sports et disciplines qui sont inscrits au programme des Jeux olympiques d'été et d'hiver. Chaque sport olympique dépend de son autorité de tutelle, à savoir une fédération internationale. Il faut savoir que c'est la commission du programme olympique du CIO qui est chargée d'examiner chaque sport,
ou la fédération qui le représente, pour devenir ou rester olympique. Les éléments évalués par la commission sont, entre autres, l'histoire du sport, la popularité, les caractéristiques techniques, l'image, l'universalité et le développement futur de la fédération. Au Maroc, nous comptons aujourd'hui 29 fédérations olympiques et 21 non-olympiques, Djibraili 2020. Les sports non-olympiques, quant à eux, regroupent l'ensemble des sports qui ont été abandonnés ou bien exclus de la liste des sports olympiques. Il s'agit notamment du baseball et du softball, qui ont été exclus de la liste des sports olympiques en 2012. Par rapport à l'après-carrière sportive des athlètes de ces sports, l'étude réalisée par Fleuriel et Chauté, 2011, sur les athlètes olympiques français sélectionnés aux Jeux olympiques de 1972 à 1992 montre que de façon générale, ces sportifs font fructifier leur capital sportif et symbolique au sein de l'espace sportif après l'arrêt du sport, contrairement aux sportifs non-olympiques qui ne disposent pas d'une position d'excellence nationale ou internationale, et ont pour la plupart du temps un statut relativement anonyme. En plus de cette classification du sport en olympique et non-olympique, nous pouvons également s'interroger sur la différence entre deux grandes familles de sport, à savoir le sport individuel et le sport collectif. 1.1.2.4 Sport individuel versus sport collectif. Cette classification se base sur le caractère individuel ou collectif du sport. Le sport individuel est un sport qui oppose des individus dont chacun cherche à se surpasser. Toutefois, pratiquer un sport individuel ne signifie pas forcément que le sportif n'appartient pas à une équipe, mais que lors des compétitions, seul un individu est récompensé sur sa seule performance. Nous pouvons distinguer plusieurs sports individuels dont principalement l'athlétisme, la boxe, le golf, le tennis, etc. Le sport collectif, par opposition au sport individuel, est un sport qui oppose des équipes entre elles. L'athlète dans ce sport cherche les solutions de la victoire dans le cadre de son appartenance à un groupe, qui est caractérisé par la solidarité et la cohésion, Rarib, 2011. Par conséquent, le sport collectif n'attribue pas de titres individuels, mais seulement des titres collectifs. Toutefois, il ne faut pas confondre sport collectif et sport d'équipe, car certains sports individuels, comme le cyclisme par exemple, sont souvent des sports d'équipe mais sans pour autant être des sports collectifs. Parmi les sports collectifs, nous pouvons recenser les sports de ballon en l'occurrence, le basketball, le handball, le football, etc. L'après-carrière d'un athlète pratiquant un sport individuel est différente de celui qui pratique un sport collectif dans la mesure où les conditions de compétition, d'entraînement, de rémunération et même de sponsoring et de médiatisation ne sont pas les mêmes. Par exemple, dans le sport collectif, les entraînements se font en groupe, ne laissant pas aux sportifs une marge de liberté de choix en matière des plannings, contrairement au sport individuel, où les sportifs peuvent planifier librement leurs séances d'entraînement. De ce fait, il est facile pour ces derniers de poursuivre le double projet pour faciliter leur transition du sport beaucoup plus que les premiers. En somme, force est de constater que ces catégories de sport ne se recoupent pas forcément. Par exemple, on peut être un sportif professionnel sans être considéré comme un sportif de haut niveau par le ministère. On peut être un sportif de haut niveau sans être un sportif professionnel puisque la salarisation n'est pas un critère déterminant le caractère de haut niveau de la pratique sportive et ainsi de suite. Mais parfois, certaines catégories peuvent se rejoindre, faisant par exemple du pratiquant à la fois un sportif de haut niveau, un sportif olympique et un sportif professionnel comme certains footballeurs, Boisson et Fréchet 2002. L'interaction entre ces catégories de sport peut être illustrée dans la figure ci-après. Figure 2, interaction entre certains types de sports. Par ailleurs, il existe certes une distinction entre sport individuel et sport collectif. Toutefois, des différences peuvent exister même entre les diverses disciplines du sport collectif. C'est pourquoi, il nous paraît indispensable de faire une présentation succincte du football en tant que sport collectif et du joueur de football en tant que sportif. Dans le point suivant, nous allons donc apporter des éclaircissements sur les notions de football et de joueurs de football. 1.1.3 Le football. Dans cet ouvrage, le terme football sera utilisé puisque la FIFA et le CIO reconnaissent uniquement le terme football en français. Alors que le terme soccer est principalement utilisé en Amérique du Nord, en Afrique du Sud et en Océanie. Dans ce qui suit,
Nous essaierons de faire une présentation générale du football dans le premier point avant de consacrer le deuxième point aux joueurs d'un club de football. 1.1.3. Présentation du football. La diffusion du football dans le monde doit beaucoup aux ouvriers britanniques. En effet, selon la Fédération internationale de football Association, FIFA 2010, tout commence en Angleterre en 1863, lorsque les partisans du rugby et les adeptes du football décident de se séparer. La naissance de la première compétition, la Coupe d'Angleterre, fut en 1871. Aujourd'hui, le football a une structure très développée qui s'est appuyée sur la naissance de championnats nationaux pour ensuite faire place aux compétitions internationales. Sur initiative des dirigeants français de l'USFSA, l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques, en 1904, la FIFA s'érige à Zurich comme l'organisme représentant le football mondial professionnel. S'ensuit alors l'organisation de la première Coupe du Monde en Uruguay en 1930 comprenant 13 nations. Le football, déjà très populaire, est enfin universalisé et étendu à l'ensemble du globe. Malgré tout, l'Europe et l'Amérique du Sud sont les principaux continents à se développer et à se professionnaliser, FIFA 2017. La FIFA compte aujourd'hui les confédérations suivantes. L'UEFA, Union des associations européennes de football en Europe, CONMEBOL, Confédération sud-américaine de football, en Amérique du Sud, CAF, Confédération africaine de football, en Afrique, CONCACAF, Confédération de l'Amérique du Nord centrale et Caraïbes de football association, en Amérique du Nord, l'AFC, Confédération asiatique de football, en Asie et en Australie, OFC, Confédération du football d'Océanie en Océanie. La figure ci-après schématise l'organisation générale du football. Figure 3, organigramme général du football. Source traduite de Ramanand Sou et Thierry Ballet, 1989. Aujourd'hui, le football a une structure très développée qui s'est appuyée sur la naissance de championnats nationaux pour ensuite faire place aux compétitions internationales. Cross et Henderson, 2003, dressent le bilan des évolutions majeures du football professionnel. Le football professionnel n'est plus cet humble passe-temps pour les spectateurs qui encouragent leur club géré par des amateurs et détenu par des bienfaiteurs locaux. Le football professionnel est passé d'un sport à une activité commerciale dans laquelle le jeu n'est plus le seul produit, et le consommateur n'est plus la seule source de revenus. Cross et Henderson, 2003. En effet, avec les nouvelles technologies numériques et l'internationalisation des échanges culturels et économiques qui débouchent sur une visibilité et une attractivité toujours plus importantes, le football s'est transformé, au fil du temps, en une véritable industrie commerciale. Dans cette optique, il est important de savoir que l'officialisation du professionnalisme s'est faite par l'élite décisionnelle des pays, politiques et économiques, qui voulait garder le contrôle du sport qui est devenu un phénomène social de masse et tout particulièrement le football. De ce fait, un compromis s'est établi, à savoir l'aristocratie continue à exercer le contrôle et la gestion du jeu en contrepartie de la rémunération des joueurs qui voudront l'être, Fassolette, 2007. Ce consentement renforce la lecture marxiste, faite dans les années 60, et qui insiste sur le fait que la genèse du sport moderne est liée à l'histoire des classes sociales anglaises, Bosonnet, 1996. Dans ce contexte, les clubs de football se sont adaptés et érigés en tant qu'entreprise à part entière avec des responsabilités sociales, administratives, financières ou sportives, y compris l'aide qu'ils peuvent apporter à leurs joueurs en matière de préparation de l'après-carrière sportive, Cross et Henderson, 2003. La place de ces clubs de football professionnels dans les sociétés va de plus en plus s'accroître au travers de leurs championnats et de leurs fédérations. L'enjeu des rencontres nationales et internationales a fait naître un caractère économique toujours plus important. Rapidement, une distinction va se faire entre le football dit amateur et le football dit professionnel, réservé aux joueurs d'un certain niveau, pouvant se permettre d'y consacrer la majeure partie de leur temps à titre semi-professionnel ou professionnel. Ces joueurs de football constituent la pierre angulaire de ce sport et il convient donc de consacrer le point suivant à exposer leurs caractéristiques après avoir présenté le football en tant que sport collectif. 1.1.3.2 Les joueurs d'un club de football. En football, les joueurs ont le quasi-monopole du produit final, à savoir le match et le jeu, car ils sont les ultimes intervenants au processus de production et leur contribution s'établit sur le terrain. Individuellement,
Les joueurs présentent des caractéristiques propres, inhérentes à leurs capacités, talents, caractéristiques physiques, forme et expérience, Carmichael et Thomas, 1995. De ce fait, ils constituent la principale matière première du club dans la mesure où ils sont à la base de l'organisation. En effet, ce sont eux qui produisent des résultats sportifs, Carmichael et Hall, 2000. De plus, le droit d'exploitation des joueurs de football, à travers les contrats, constitue des actifs du club. Ils sont inscrits dans le bilan financier du club, association ou entreprise sportive, et ont donc une réelle valeur marchande. Ce qui rend la situation d'autant plus spéciale eu égard aux montants qui sont en jeu, et qui sont bien évidemment considérables dans de nombreux cas. Dans ce sens, Grant, 2002, prétend que la principale source du surplus de rentes dans une firme est constituée par les compétences skills de la force de travail. Par conséquent, les joueurs sont dans une position avantageuse pour s'approprier les rentes économiques du club. Néanmoins, étant donné que le football est un sport d'équipe, l'interdépendance entre les joueurs est grande, pouvoir et succès sont collectivement partagés. Berman, Daon et Hill, 2002, montrent par exemple que l'expérience partagée favorise les performances d'une équipe. Le savoir tacite acquis par le joueur avec le partage d'expérience, à travers un processus d'apprentissage, se manifeste dans le jeu et les façons de jouer ensemble. Ce savoir tacite est une ressource intangible très importante. Par ailleurs, si le football est un sport d'équipe, les footballeurs sont d'abord dans une démarche individuelle de valorisation de leur performance et de leur carrière qu'ils pourront mettre au service d'une équipe pour une performance collective, Barré 2016. Il est important de noter que les connaissances tacites stockées et qui sont à la base de l'esprit collectif, sont accumulées avec le temps et avec l'expérience. En effet, chaque joueur connaît son rôle, sa place et les attentes qui lui sont portées et de ce fait chacun se positionne par rapport au reste du groupe. De nombreuses études abondent dans ce sens. Par exemple Dove et Singota 2005, montrent que puisque les joueurs ont un destin lié, ils doivent être mus par le sens de l'obligation collective, par l'esprit d'équipe et donc la collaboration est essentielle car la mission est collective. L'accès à ces ressources tacites demeure parmi les grandes questions qui reviennent avec insistance et qui occupent les chercheurs. En effet, les équipes présentent différentes stratégies pour leur approvisionnement et le développement des joueurs, Grundy, 1999, car leur performance dépend essentiellement du stock de talents qu'elles possèdent. Ce stock de joueurs peut être modifié de deux façons, soit par la formation, soit par le recrutement de nouveaux joueurs. Madura, 1982, suggère que lorsque les restrictions légales sont limitées sur le marché du travail, les labor managers préfèrent recruter des joueurs disponibles sur ce marché plutôt que de faire confiance à des novices rookies. Il précise également que lorsque le marché est ouvert, les équipes craignent la migration de leurs meilleurs éléments, ce qui peut être un frein à la formation. Concernant cette formation, Madura, 1982, distingue la formation générale de la formation spécifique des joueurs et suggère également que leurs compétences sont plus ou moins redéployables. En effet, l'individu ne naît pas footballeur, il le devient. Au football, l'accès à l'élite repose sur une socialisation longue et intensive, d'autant plus exigeante que derrière l'apparente facilité des gestes se cache un travail de longue haleine, nécessitant un sens de l'effort. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.